m'a proposé de me donner des leçons d'accordéon. Qui m'a proposé de me donner des leçons d'accordéon. Qui m'a proposé de me donner des leçons d'accordéon. Toi pas? Tu peux remarcher la tête haute, préviens tes apôtres. Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Synchronisation des montres. 5, 4, 3, 2, 1. C'est quoi la France? Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau format. Voilà, j'ai plus le retour son. Bonsoir, rebonsoir, bienvenue dans Radio C'est quoi ta France, votre talk show du vendredi soir. Vous avez l'habitude maintenant. À ce soir, un plateau très riche, très complet pour ce sujet qui l'est également. Avant de faire le tour de table, je vais commencer, petite nouveauté, je vais commencer par l'antibuzz de la semaine et ensuite on vous présentera un par un pour entrer dans le vif du sujet. À tout de suite pour l'antibuzz de la semaine. Je suis Buzz l'éclair. Je viens en paix. On t'a pas demandé ton avis, on t'a juste demandé d'écouter le mien. Sois l'élève et je serai le professeur. Yes sir. Gaulois, Gauloises, bonsoir. Vous écoutez dans votre transistor Radio C'est quoi ta France. Ce soir, nous aborderons le carrefour des opprimés, le Tinder des mal lotis, la partouze à laquelle Emmanuel Macron n'a pas accès. Les intersections, un mot barbare qui dénonce des mécanismes eux encore plus barbares, de domination sociale, souvent institutionnalisés. En revanche, jamais bien compris et encore moins dénoncé. Ce concept sociologique apparaît aux États-Unis en 1989. Tout comme moi, coïncidence, je ne crois pas. En attendant, dans notre beau royaume, il y a le feu, la maison brûle, mais les pompiers sont trop occupés à manifester, à se faire violenter par les forces de l'ordre. Même traitement que pour les migrants à Bagnolet, comme on l'a vu cet après-midi. Bienvenue dans le monde merveilleux des intersections. Pendant ce temps-là, en Alabama, en 1965, un certain Martin Luther King, entouré de blancs et de noirs, marche côte à côte d'un pas fraternel. Non pas par ego ou pour alimenter leur complexe du sauveur blanc, mais surtout car l'humanité l'exigeait, car ils avaient bien compris qu'en restant chacun dans leur coin, ils ne réussiraient rien. L'humanité, parlons-en, à part le nom d'un magazine que personne ne lit plus, même chez le coiffeur, qu'en reste-t-il ? Il faudra se tourner du côté de Châlons-en-Champagne pour rencontrer Amma, l'une des plus grandes figures spirituelles contemporaines, hindouiste de confession. Elle déclare que sa seule religion est l'amour. On dit même que son énergie est si forte qu'elle s'est propagée jusqu'au Chili, où les manifestants écologistes enlacent les gendarmes pour conclure un pacte de non-violence. Je m'égare. Alors faut-il être blanc pour réussir ? On me dit dans l'oreillette que l'émission sérieuse qui ne se prend pas au sérieux vient de rentrer en ébullition en même temps que le Python de la Fournaise à La Réunion. Bienvenue dans Radio C'est quoi ta France. Rebonsoir, bienvenue dans Radio C'est quoi ta France. Ce soir pour traiter le sujet sérieux des intersections, un plateau complet. Je vais me tourner vers la gauche pour présenter Tristan, que tout le monde connaît maintenant. Comment il va, Tristan Michel ? Magnifiquement bien. Ça fait plaisir de te revoir. Tu n'étais pas là avec nous les dernières fois, mais du coup on te réaccueille avec grand plaisir. Mais merci. Pour tes sauts d'humeur. À côté de lui, on va trouver Chloé. Garance. Oh là, une chance sur deux. Je savais que j'allais planter et ça y est, du coup Garance du collectif féminicide Montreuil.
Oui, contre les féminicides. On fait des collages contre les féminicides. Et c'est marrant parce que, alors parle bien dans ton micro s'il te plaît, parce que c'est marrant parce qu'on a parlé de vous à plusieurs reprises tout au long depuis le début de la saison, puisque en l'occurrence, moi j'ai vu ces collages et on est très sensible au street art dans C'est quoi ta France. Il y a aussi des artistes ce soir autour de la table qui ont déjà participé au format d'exposition. Vous allez nous expliquer comment vous est venue cette idée et comment est-ce que vous avez décidé de vous engager dans cette cause-là. Bienvenue à toi en tout cas. Merci. On va retrouver à sa gauche Farah de l'organisation Coexister. Bonsoir. Alors, je ne parle pas très fort, donc oui, je viens de l'organisation Coexister. Et puis, je pense qu'on aura le temps d'en parler un peu plus tout au long de l'émission. Mais pour faire rapide, on est un mouvement de jeunesse qui permet à des jeunes croyants, non-croyants, de différentes convictions, de faire ensemble et notamment par des actions de solidarité. Très bien, écoutez, c'est vrai que l'association Coexister existe depuis un petit moment. 10 ans, félicitations à vous. On aura l'occasion de revenir, de faire un focus plus précis sur vos actions et ce que vous faites au quotidien depuis 10 ans. En face, Marc Bellini. Bonsoir Marc, comment ça va ? Bonsoir Werner, très bien. Merci à toi d'être là, je suis très content de t'avoir, puisque du coup tu fais partie des tauliers et des anciens de C'est quoi ta France, puisque tu étais avec nous, c'est la vérité, tu étais avec nous depuis les premiers formats, qui étaient des formats d'exposition. Et du coup ton travail qui a été présenté lors de la première édition et qui est présenté aussi cette année à Paris au Photo Fever. Photo Fever, tout à fait. J'ai à l'occasion d'un portfolio qui réunit mes photos autour du sujet Les eaux sombres que C'est quoi ta France avait présenté. Et tout à fait. Donc on aura l'occasion d'en reparler avec grand plaisir. Si vous avez l'occasion de passer du côté de Photo Fever, vous pourrez aller embrasser Marc et aller voir son travail. Du coup, on va retrouver une autre personne qui représente le collectif féminicide de Montreuil. Là, c'est Chloé. Et là, du coup, c'est Chloé. Merci pour le petit coup de pouce. Je vais m'y faire parce qu'en fait, du coup, tout à l'heure, vous étiez, je crois, dans le sens inverse et j'étais un peu perturbé. Mais voilà, il m'en faut pas beaucoup. En tout cas, merci à vous d'être venus ce soir. Vous représentez aussi la jeunesse et l'engagement que la société a besoin. On reviendra sur votre engagement, sur vos engagements peut-être respectifs au fur et à mesure de l'émission. Pour finir, ce panel de qualité, David Azencott, si je le prononce correctement. Oui, ça va, c'est très bien. Et du coup, merci à toi d'être là. Tu es humoriste et tu as lancé plusieurs initiatives qu'on pourrait qualifier parfois d'intersectionnelles. Ouais, je sais pas, peut-être. Ouais. Le studio Bagel, par exemple. J'ai rien lancé, moi j'ai participé au studio Bagel. Je suis pas. Alors c'est une initiative dont tu nous parleras peut-être. Voilà, j'en ai fait partie, mais sinon je fais un spectacle qui s'appelle Inflammable et qui traite pas mal de sujets effectivement de société. Donc on peut dire que ça en parle un petit peu, oui. C'est vrai. Moi, j'ai vu quelques sketchs. Je confesse que je ne suis pas encore allé te voir, mais je vais rectifier ça. Vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux dans ce cas-là. On va rectifier ça très rapidement. Peut-être pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que le mash-up est prêt ? Est-ce qu'on peut peut-être le lancer ? Non. Alors, on va devoir attendre un petit peu. On est en suspense. J'en profite pour dire que le mash-up, du coup, c'est un peu un medley de tout ce qu'on a vu sur Internet qui va présenter le sujet. Il est disponible tous les jeudis maintenant sur la chaîne YouTube de Radio C'est quoi ta France. Abonnez-vous, laissez-nous vos commentaires. Ça permet de préparer l'émission et surtout de pouvoir réagir et de pouvoir exposer vos opinions. J'ai envie de commencer avec Farah de l'organisation Coexister, si tu es d'accord. J'aurais aimé que tu puisses nous parler un petit peu de comment est-ce que ton engagement t'est venu, puisque du coup ça fait plus de 10 ans que l'organisation s'est créée. Toi peut-être ton engagement date de 10 ans. De 10 ans également, donc tu as vu Je fais partie des cofondateurs en fait de l'association. Tout à fait, d'accord. Écoute, félicitations à toi. Et vous avez été, moi je vous ai connu quand vous avez au moment de Je suis Charlie. Alors en fait, Coexister s'est créé en 2009 dans le 15e arrondissement de Paris, entre des jeunes de différentes communautés religieuses et de convictions, parce qu'il y avait aussi des non-croyants qui en avaient marre un peu qu'on leur dise qu'ils ne peuvent pas être ensemble, ne peuvent pas créer du commun.
et se sont dit, dans un élan notamment, ça s'est pas passé dans un contexte des plus agréables, on va dire, c'était pendant les manifestations, c'est pendant l'opération Plomb durci à Gaza. Il y avait eu pas mal de manifs à Paris, d'un côté comme de l'autre, et c'est vrai qu'il y avait eu pas mal de heurts et on n'entendait pas des choses agréables à la télé. Et donc on s'est dit, nous on veut montrer que certes on peut avoir une position sur ce conflit-là, personnellement, mais il ne faut pas importer cette violence-là dans notre société et ne pas en faire une raison pour se taper dessus en fait. Et à partir de ce constat-là, on était 10 jeunes au début, donc on s'est dit il faut qu'on fasse une action symbolique pour montrer qu'on peut faire quelque chose de commun pour la société, et on a organisé un don du sang. Et tout est parti de là. On s'est dit on va faire couler le sang pour la vie. Et le fait que quand on donne son sang, on ne sait pas à qui on le donne, c'est anonyme et tout le monde peut le recevoir. Et de là, on s'est dit on va construire quelque chose de plus grand. Et le rêve de coexister, alors il est encore long et loin, on ne l'a pas encore atteint, mais c'est en fait de créer une société dans laquelle où l'identité de chacun peut s'exprimer dans le respect de l'identité de l'autre, et notamment convictionnelle, parce que c'est de là qu'on est parti, mais ça s'étend à toutes les différences et toutes les diversités. Et comment, en fait, en agissant réellement ensemble pour le bien commun, on peut créer de la cohésion, du lien, et donc arrêter de se taper dessus parce qu'on est différent, mais au contraire utiliser cette différence comme une richesse et un lien qui nous unit. Et depuis 10 ans, on fait ça. Et plus concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on a aujourd'hui une quarantaine de groupes tout en France où des jeunes bénévoles sont engagés et mettent en place des actions de rencontres, de solidarité et de sensibilisation en milieu scolaire pour déconstruire notamment les préjugés autour de tous les stéréotypes et préjugés qu'on peut avoir autour des convictions et des religions, d'une part, et d'autre part, de faire la promotion de la laïcité, parce que c'est un cadre juridique qui nous permet tous d'être ce qu'on est aujourd'hui, et il faut le promouvoir et en parler correctement dans les médias, ce qui n'est pas toujours fait. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on agit au quotidien, en sensibilisant, en agissant ensemble et en se rencontrant. Super, félicitations à vous. Moi j'ai une première question, je ne sais pas si quelqu'un autour de la table veut réagir. Vous êtes organisé spécifiquement en France et vous avez des actions qui se font à l'international, ou en fait votre focus c'est vraiment la France ? Alors on est parti d'un focus sur la France parce que c'est la société dont on est issu, ouais, celle qu'on connaît le mieux. Bien sûr. Depuis, il y a des jeunes un peu partout en Europe qui ont entendu parler de ce qu'on faisait et qui ont voulu répliquer les mêmes initiatives à leur niveau. Donc on a 2 groupes en Belgique, un à Liège et un à Bruxelles, qui se sont créés depuis. Un groupe qui s'est créé à Genève et 2 en Allemagne, un à Berlin et un à Mannheim. En Allemagne, bref, je m'embrouille. La géographie, c'est pas mon fort. Et donc, c'est pas dans les questions du quiz. Et donc voilà, on a des groupes qui se sont créés en dehors de la France. Et puis on a aussi un programme international qu'on a lancé maintenant il y a 5 ans, qui s'appelle Interfaith Tour, qui envoie 4 à 5 jeunes de différentes convictions faire le tour du monde, des initiatives interconvictionnelles et interreligieuses, et surtout d'aller rencontrer des acteurs de la société civile qui mettent au service, leur religion ou leurs convictions au service de la société, comme on le fait avec Coexister, pour dire qu'en fait on n'est pas les seuls à le faire. Partout dans le monde il y a de la diversité, et partout dans le monde cette diversité est exploitée pour créer du commun et du lien. Vous connaissiez peut-être, Garce et Chloé, est-ce que vous connaissiez un petit peu cette organisation, vous qui êtes investis aussi dans la société civile sur d'autres thématiques d'intersection finalement? Moi j'en avais entendu parler justement au moment de Je suis Charlie aussi. C'est comme ça que j'en avais entendu parler et que je m'étais un peu renseignée dessus. Mais après je n'ai pas non plus une grande connaissance sur le sujet. D'accord. En fait, je t'ai posé cette question tout simplement parce qu'en fait il y avait tout ce débat et on en a fait, moi j'ai fait mon anti-buzz de la semaine, on n'en a pas parlé, on a évacué la question assez rapidement. Toute la question, justement tu parlais de laïcité, toute la question de débat autour du voile. Parce que par exemple en Grande-Bretagne c'est un sujet qui en fait est quasiment inexistant. Tu vois, quand tu te balades dans le métro, tu vois des affiches où en fait cette représentativité-là est existante, et donc ça ne pose pas le même genre de remous, le même genre de relance médiatique, si vous me permettez l'expression. Comment est-ce que ça se fait qu'en France, voilà, il y a toujours cette friction culturelle? Comment vous l'expliquez? Je sais pas. Quelqu'un Si quelqu'un veut répondre. Oui, moi j'ai des opinions là-dessus, mais mais je pense qu'on peut pas vraiment l'expliquer. C'est un cadre légal en France qui est spécial. Il y a un refus de la religion
C'est-à-dire en Angleterre, on dit God save the Queen, quoi. Ça dit un truc. Aux États-Unis, on prête serment sur la Bible ou sur le Coran ou sur ce qu'on veut, mais en tout cas, la croyance est au cœur. En tout cas, la séparation avec la religion n'est pas évidente. En Angleterre, la reine est le chef de l'église locale. Donc il y a un rapport qui est très différent. Il y a aussi un rapport à l'individu, l'habeas corpus, etc., qui est très différent. Donc voilà, c'est deux sociétés qui se ressemblent, qui sont différentes. Après, je ne veux pas être celui qui apporte les mauvaises nouvelles, mais l'Angleterre va pas très bien non plus au niveau communautaire. Il y a aussi des luttes, il y a des tensions, plus que des tensions. Il y a des attentats terroristes terribles. Ça va pas bien non plus. C'est un épiphénomène. Qu'on ait le voile ou qu'on n'ait pas le voile, ça change pas que les gens ils s'entendent pas super bien entre eux et que les initiatives comme Coexister, il y en a aussi, et que même si les Sikhs ont leur turban et les policières voilées existent en Angleterre, c'est ok, c'est cool, ça a l'air mieux comme ça, mais en fait ça va pas si bien que ça non plus. D'ailleurs, une petite statistique pour appuyer ce que tu es en train de me dire, c'est que du coup la population musulmane en France représente un quart de la population, et dans l'espace médiatique il couvre à peu près trois quarts de l'espace médiatique. Comment est-ce qu'on explique qu'il y a un décalage à ce niveau-là? Un quart de la population, tant que ça, c'est quoi cette statistique? C'est pas possible. C'est pas possible. On est les dernières études à la louche. Je n'ai pas vérifié précisément le chiffre. Mais la dernière étude qui a été faite sur le sujet, c'est par l'Observatoire de la laïcité, qui est donc un organisme indépendant gouvernemental, qui estime qu'il y a entre 4 et 6% de personnes qui se disent appartenir à la communauté musulmane. Alors, culturellement, religieusement, voilà. C'est la question de l'appartenance, là, c'est pas la question de la religiosité. Ouais. Mais c'est beaucoup moins qu'un quart de la population. Un quart, ça ferait plus de 15 millions de personnes quand même. C'est beaucoup. Je vous avoue que j'ai pas le chiffre précis, et donc du coup, vous faites bien. Non, mais c'est important parce que les chiffres, des fois, on sort des trucs, même sur le nombre de juifs en France, par exemple. Moi-même, qui suis d'origine juive. Vous avez une idée du nombre de juifs en France, par exemple? Franchement, j'en ai aucune idée, mais à la limite. Voilà, je pense qu'il y a moins de 650 000 maintenant, près, un truc comme ça, et dans le monde entier il y a 20 millions de juifs. C'est important parce que des fois j'ai entendu des trucs du genre il y a 5 millions de juifs en France, ou des trucs comme ça, c'est faux. Voilà. Justement, juste pour rebondir sur ça, dans les ateliers qu'on anime de sensibilisation en milieu scolaire, pour déconstruire les préjugés, c'est souvent quelque chose qui revient, la question de la communauté juive. Beaucoup ont l'impression que parfois on pose la question exprès aux jeunes. Alors vous pensez qu'en termes de pourcentage, combien il y a de juifs dans la population française? On a alors le moins c'est 10%, sinon ça monte à 30%, et là on est là, oui, non, pas du tout en fait. Ouais. C'est un imaginaire aussi, qui est nourri par certaines théories du complot, par tout ce qu'on entend, et donc nous on est là aussi pour déconstruire ça et leur dire faut arrêter de fantasmer tout ce qu'on peut sur l'autre parce qu'on le connaît pas, parce qu'on n'a pas l'occasion de le rencontrer, et c'est aussi peut-être aussi ça qui... c'est la mission qu'on se donne aussi pour les générations futures. L'éducation, elle est importante sur ces thématiques-là, et de déconstruire déjà les préjugés des plus jeunes, ça permet d'avoir des adultes plus conscientisés par la suite. C'est très bien. Et d'ailleurs, vous travaillez sur... vous faites aussi des actions dans des écoles, oui, des sensibilisations. Collège, lycée, principalement. En fait, ça commence à partir de... C'est quoi, 11 ans, ça 11 ans Alors, 11 ans, le collège, mais nous, on intervient beaucoup plus à partir de la 4e, 3e et jusqu'à la terminale, et même parfois devant des étudiants et des volontaires en service civique. Ouais. Plutôt jeunes adultes. Et les jeunes adultes, parfois, ça nous arrive, mais c'est plus rare. Mais oui, c'est plutôt collège-lycée, mais collège plutôt 3e, 4e, 3e, et tout le lycée. C'est le genre de public qu'on aborde. Et en fait, j'ai envie de dire, vous battez finalement contre les préjugés, et vous battez indirectement aussi contre en fait, la sphère médiatique qui va alimenter tout ça. Alors, comment vous voyez ça chez Coexister? Alors nous, on est toujours assez... comment dire, parfois on est hyper énervé, en colère de ce qu'on voit et ce qu'on entend dans un certain discours politico-médiatique, et nous on essaie de se battre contre ces idées-là et de montrer que ce qui est dit c'est pas vrai et qu'il y a beaucoup de désinformation autour de ces sujets, mais on est à notre échelle, on essaye de rayonner et de montrer que d'une part, il y a des choses qui sont fausses, il faut rectifier. Par rapport à la question de la laïcité tout à l'heure, on ne peut pas comparer l'Angleterre à la France, le Royaume-Uni à la France, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de séparation au Royaume-Uni et qu'il y en a une en France. Et donc c'est normal que le religieux n'est pas du tout abordé de la même manière et vu de la même manière. Il faut aussi recontextualiser l'histoire de France. La question religieuse en France, elle n'a pas été toute jolie. Il y a eu des guerres de religion, il y a eu des massacres, il y a eu...
des persécutions. Et ça, c'est ça qui a construit la société française telle qu'elle est aujourd'hui. Donc l'histoire, il faut revenir à l'histoire pour comprendre ce qui se passe, mais ça n'est pas une excuse pour aussi dévoyer ce qui existe. Parce que la laïcité, aujourd'hui, on en parle très très mal dans les médias. Chacun il va de son idée, de ce qu'il aimerait que ce soit, et c'est très bien, chacun a le droit d'avoir son avis dessus. Par contre, il y a un cadre juridique qui est clair et qui est là pour protéger la liberté de tout le monde, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ceux qui veulent manifester leur religion, ceux qui ne veulent pas, ceux qui veulent pratiquer cette religion, ceux qui ne veulent pas. Et ça, je pense qu'on a tendance à l'oublier, que la laïcité, certes, c'est la séparation, c'est la neutralité de l'État, mais c'est aussi la liberté des citoyens d'avoir une croyance s'ils le souhaitent et de ne pas en avoir s'ils le souhaitent. Et ça, c'est important de replacer aussi les débats dans le bon cadre. Et malheureusement, c'est pas trop ce qui est fait aujourd'hui. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, j'aimerais interpeller la génération d'après, la génération X. Comment est-ce que, du coup, vous êtes au lycée, là, j'imagine ? Oui, ok. En seconde. En seconde, très bien. Comment est-ce que c'est vécu dans vos établissements scolaires ? Comment est-ce que ça se passe pour votre génération ? Parce que c'est vrai j'imagine qu'il doit y avoir peut-être un décalage entre ce qu'on peut entendre médiatiquement et ce que vous pouvez vivre au quotidien, puisque ça reste le premier, en fait, l'école, ça reste le premier chaînon républicain de laïque, finalement. Ça dépend. Dans les micros, s'il vous plaît. Pardon. Réglez-les si vous avez besoin de... Vraiment, en fait, ça dépend aussi des écoles, tout ça, parce que tout ce qui est laïcité, c'est pas forcément la même chose d'un milieu à l'autre. Je pense notamment aux écoles privées et aux écoles publiques. Tout à fait. Voilà, parce que des fois, il y a des églises dans l'école. Mais après, nous, on habite en Seine-Saint-Denis, à Montreuil. Enfin, moi, j'habite à Montreuil. Et... Lycée Jean Jaurès ? Exactement. Madame Meunier. Et Grand lycée, ça. Pardon, c'est un lieu où on va avoir droit à une diversité qui est immense. Et donc moi, dans ce milieu-là, j'ai toujours perçu ça d'une manière positive, parce que ça nous permet de voir toutes les visions du monde différentes, toutes les cultures différentes, les pensées, les idées différentes, même s'il y en a qui ne nous plaisent pas. C'est important de voir toutes les idées différentes et les religions représentées, etc. Et donc voilà, je trouve ça très intéressant d'avoir cet éventail de cultures, de diversité au sein même de l'endroit qu'on côtoie tous les jours. Et donc moi je trouve que c'est très bien, et la question de la laïcité est très abordée par nos professeurs. Ouais. Mais après je sais que moi par exemple, je sais que c'est pas l'idée de tout le monde, mais je connais une personne qui est dans ma classe et qui doit enlever son voile quand elle vient en cours, et que pour elle c'est comme une sorte d'humiliation. Et donc je pense que personne ne devrait se sentir humilié en allant au lycée, mais qu'après l'idée est beaucoup plus compliquée, parce que l'idée de la laïcité est quelque chose de très compliqué de base. Comme l'expliquait Farah. Du coup, ça va nous permettre d'aller sur un autre axe des intersections, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre collectif, de comment est-ce que ça s'est créé, et est-ce qu'il y en a d'autres qu'à Montreuil ? Parce que du coup... Ça s'est créé d'abord à Paris, mais après c'est pas moi qui ai créé le mouvement, en fait c'est plutôt Garance. Donc, déjà on n'est pas les créatrices du mouvement de base. Le mouvement de base vient de Paris, et donc nous on avait été voir dans ce squat pour participer au collage et à la création des collages. Mais donc les femmes de Paris nous ont dit d'en créer un à Montreuil. Du coup c'est ce qu'on a fait, on a créé... Alors le pôle d'origine il est où, pardon ? À Paris. Paris, d'accord, ok. Et donc nous on a créé notre pôle à Montreuil. Ok. Voilà, et donc c'est elles qui nous ont dit de le faire, et à la base on pensait pas que ça allait marcher autant à Montreuil, mais il se trouve que ça a très bien fonctionné. Vous avez démarré quand, du coup, le collectif ? Il y a 5 semaines. Ouais. Il y a 5 semaines. Je le rappelle, je dois avoir le chiffre de façon précise, je crois que c'est 128... 124. Collage. Non, féminicide. D'accord, ok. Non, on ne comprend pas trop de quoi on parle. En fait, c'est des affiches avec dessus des... En gros, c'est des feuilles A4 blanches ou des feuilles de papier journal sur lesquelles on va peindre à l'encre, à la peinture noire, ou sur lesquelles on va imprimer des lettres toutes du même format, et qu'on va coller ensuite pour former une phrase, un message qu'on va coller
partout dans les rues pour que le message soit vu par tout le monde. C'est pour ça que c'est dans les rues. C'est parce que tout le monde passe dans la rue pour que tout le monde puisse voir ce message et que... Le principe du street art, oui. Voilà, et que l'État ne puisse plus fermer les yeux. Après, nous, on ne se considère pas comme une action de street art parce que on est plus là pour faire passer un message clair qu'on ne veut plus compter nos mortes, mais on ne fait pas de l'art. On n'a pas cette Vous servez prétention. juste du médium pour pouvoir diffuser l'idée. Et ça a bien marché en l'occurrence. Ça a bien marché parce que ça s'est répandu, mais nous, on ne parle pas de victoire parce que le nombre de féminicides n'a pas baissé et une femme meurt toujours toutes les 48 heures. Du coup, oui, c'est en soi une petite victoire parce que les gens commencent à s'informer, l'État fait des petits pas pour nous aider. Mais... Vous dialoguez avec eux du coup? Comment ça se passe? Ah non, on dialogue pas avec l'État. L'État prend des mesures par rapport à ce qui se passe. Ils ont annoncé qu'ils allaient prendre des nouvelles mesures, etc. Mais ça reste que des annonces et c'est pas des choses encore très claires. Et c'est des choses qui, pour l'instant, le mouvement, oui, certes, il a marché, mais il n'a pas encore abouti à un vrai résultat. Il y a toujours une femme qui meurt toutes les 48 heures, donc pour nous, c'est pas une victoire pour l'instant. Très bien, du coup, c'est vrai qu'avec l'art, on peut faire passer beaucoup de messages. C'est aussi le cas de Marc, qu'on n'a pas encore entendu depuis le... Mais c'est l'occasion. Sur un autre sujet qui vient alimenter les intersections. Tu as fait le travail des eaux sombres qui sera présenté à Photo Fever cette année, qui a été présenté à C'est Quoi Ta France il y a 2 ans. Et donc, du coup, tu représentes... C'est sous sa version éditoriale, c'est sous la forme d'un portfolio et c'est présenté donc au Photo Fever qui est un festival dédié aux livres de photographie. Et du coup, est-ce que tu peux présenter ton travail pour ceux qui ne le connaissent pas encore? Ça s'appelle Les eaux sombres. Il est né d'une réflexion personnelle parce que je vais être obligé de parler un petit peu de moi. Je porte un nom d'immigré. Pardon, il faut que je sois beaucoup plus près du micro. Donc je m'éloigne. Non, que tu peux le régler si tu es plus à l'aise. Ah d'accord, merci. Non, ça va très bien. Et donc je porte le nom d'un immigré italien qui a fui le fascisme. Peut-être relève-le un petit peu. Ah bon, encore? Franchement, je suis pas chanteur. Hein. Et là, on dirait, tu vois, il y a un petit air de crooner, tu vois. Bon, tellement mieux. Donc, je porte le nom d'un immigré italien qui a fui le fascisme et du côté de ma mère, mon grand-père paternel était rome. Donc, j'ai grandi avec une histoire, avec des choses à porter qui n'étaient pas les plus difficiles. Hein. Je suis plutôt fier de porter un nom d'immigré quand on fuit le fascisme. Et puis, ces dernières années, j'ai vu, comme tout à chacun, à travers l'actualité, des vagues de migrants qui, eux aussi, fuient des régimes totalitaires, des guerres, et tentent de rejoindre l'Europe pour trouver un mieux vivre, pour survivre. Sauf que la dernière épreuve, avant de rejoindre la terre européenne, ils doivent passer des mers, des fleuves. Et nombre d'entre eux se noient. Alors le travail que j'ai voulu faire pour me tenir à l'écart de tout ce qui pouvait être... Excusez-moi, je vais utiliser un mot racoleur, un peu en m'appuyant sur une esthétique journalistique où on peut parfois aller chercher le buzz, l'image qui va être importante. Donc j'ai décidé de prendre le contraire, le contre-pied, et il se trouve que depuis 25 ans, je fais des herbiers. Et j'ai décidé de me rendre sur les lieux où les migrants se noient, d'aller chercher des algues et à partir de ces algues de faire un travail photographique qui est largement initié par une femme qui s'appelle Anna Atkins, qui est une Anglaise du 18e, qui faisait des cyanotypes avec des plantes. Elle était botaniste, elle est d'ailleurs l'auteur du premier livre de photographie au monde. Et donc je me suis inspiré de cette forme et puis j'ai fait ce travail. Ça m'a pris beaucoup de temps, je l'ai fait sans d'ordinaire quand j'essaye de faire un travail créatif, pour pas dire artistique. Il y a une conviction, non pas que là il n'y en avait pas, mais là c'était un engagement politique. Je savais que je touchais à la mort, à une sensibilité
Voilà. Et donc, l'idée, c'était de montrer un travail, de poser la question, que les gens se posent la question, s'interrogent encore et encore sur ces nombreuses personnes qui se noient, mais pas en les agressant de photos ou de dialogues ou de slogans comme peuvent le faire la plupart des médias. J'en profite pour dire qu'on avait, si vous voulez réécouter le podcast de l'émission il y a 3 semaines sur les réfugiés et les réfugiés climatiques, on avait accueilli SOS Méditerranée et Alice Barbe de Singa, qui peuvent aussi apporter des solutions concrètes à ce genre de problématiques. Je le rappelle, C'est quoi ta France réagissait sur les réseaux sociaux également. C'était une émission où on vous présente des problématiques, mais on vous présente aussi des acteurs du changement, des solutions, et ça peut être aussi parfois passer par la création, par l'art. Donc il y a également toutes sortes d'initiatives qu'on continuera de vous présenter tout au long de la saison pour vivre mieux au XXIe siècle. C'est le principe et le motto de cette émission. David, peut-être, est-ce que comment est-ce que toi tu travailles justement ? Est-ce que le rire c'est le meilleur moyen de sensibiliser aussi en parallèle de l'art sur des questions qui sont parfois un petit peu lourdes ? Quelle est ton approche ? J'ai l'impression d'être beaucoup moins utile que ce que fait Marc, parce que je pense que non, pas utile. On a besoin de rire, voilà, je t'assure, aujourd'hui au XXIe siècle. Je sais qu'on a besoin de rire. Moi, je vois pas ça comme une forme d'art. Ce que je fais, c'est vraiment une forme d'amusement, mais c'est une forme d'amusement avec un peu de fond. C'est pas que j'essaie d'avoir du fond, c'est que naturellement, je pense que j'aborde des sujets pas très faciles, quoi. Voilà, je parle de religion, je parle des migrants, je parle de la fin du monde, je parle de l'effondrement, je parle de la disparition des animaux, je parle des féminicides. Voilà, donc j'essaie d'en faire des blagues. Sur les féminicides, je dis, par exemple, je dis le chiffre, je dis il y a 130 femmes qui meurent sur les coups de leurs compagnons chaque année. C'est à peu près, on y arrive, hein, c'est à peu près la même chose tous les ans, j'ai l'impression, malheureusement. Non, cette année c'est plus que l'année dernière. Et ben voilà, super, on a battu le record. Ouais, voilà, c'est le genre de blague que je pourrais faire par exemple sur scène. Alors les gens vont faire oh, mais au moins ça fait passer le message. C'est vrai qu'on a besoin. Moi, franchement, je me dis sur ce genre de thématique, si les institutions, si le gouvernement, le ministère ne sont pas capables de prendre en main ce genre de problématique, on a besoin d'avoir des gens engagés comme vous, de la société civile, qui sont capables d'aller dans la rue pour coller des affiches pour que les gens se conscientisent déjà dans un premier temps, que ça puisse se faire aussi par des travaux artistiques ou par de l'humour. Je pense que c'est un vecteur qui est très important et qui n'est pas à négliger. Donc, il faut faire de toutes les façons. Tout est bon. Faut le faire avec l'humour, moi avec la photo, demain avec la danse. Je crois qu'il y a en ce moment à l'Opéra de Paris, à l'Opéra de la Bastille, on revisite quelque chose de classique où il y a plein de rappeurs qui sont sur scène. Là aussi, je veux dire que tout doit permettre de se reposer ces questions. Et puis pas seulement, aussi les associations comme Coexister. Moi, je suis très sensible, je n'avais pas du tout entendu, je ne connaissais pas. Ils sont formidables, hein. Franchement, je connais quelques... Je pense qu'aujourd'hui, les vraies questions dans nos sociétés, c'est d'apprendre à vivre ensemble. Moi, je sais que peut-être dans ma naïveté, j'ai voulu voter pour l'Europe parce que je me suis dit, c'est la paix entre les peuples. Donc c'est coexister. Aujourd'hui, je me sens presque plus européen que français, voire, c'est ce que je disais à Farah, citoyen du monde. Et cette question de coexister, pour moi, est hyper importante. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que c'est pas simplement des idées qu'on essaye de partager, de diffuser, c'est aussi aller, pour moi, je pense que le secret, il est là, c'est d'aller auprès des jeunes, dans les écoles. Et même pour toutes les questions, que ce soit de fluidité, de féminicide ou autre, je pense que c'est une question d'éducation avant tout et que la solution, elle se trouvera là. C'est un gros travail. Il faut avoir de l'espoir parce qu'il faudra peut-être que ça dure, que ce soit un travail intense sur au moins une génération pour trouver des résultats dans 30 ans. Non, je pense qu'on sera tous morts d'ici là, donc tout va bien. Il n'y a pas de souci. Je vois les choses comme ça. Non, mais justement, pour les générations d'après, c'est aussi important. Oui, vous allez vous battre contre des cafards mutants, les filles, vous vous en rendez compte. Hein. Donc ça va pas être évident. Justement, je voulais vous interpeller. Comment est-ce que vous voyez la nouvelle génération avec Greta Thunberg, avec, je crois qu'il y a une Bordelaise dont malheureusement j'oublie le nom. Il y a également
je crois, une Amérindienne qui est extrêmement mobilisée, qui avait fait une tribune à l'ONU justement sur la question de la propriété de l'eau. Comment est-ce que vous voyez cette nouvelle génération qui arrive, dont vous faites partie, qui en fait prend à bras le corps des questions qui, en fait, à vos âges, ne devraient pas forcément, je veux dire, vous toucher directement, ou en tout cas vous amener à vous investir. Vous le faites et c'est formidable, encore une fois. Quel regard vous portez sur la société Déjà, je pense qu'on est tous en train de se rendre compte qu'il faut agir. Enfin, on peut voir aussi toutes les manifestations pour le climat, notamment, tout ça. Enfin, on voit bien que la jeunesse, elle essaie d'agir, quoi. Je pense qu'en ce moment, la jeunesse, elle prend conscience de ce qui arrive et de ce qui est en train de se passer. Et dans cette conscience qu'elle prend, elle essaye de faire prendre cette conscience aussi aux adultes qui les entourent. Par rapport à cette prise de conscience, il faut bien aussi se rendre compte que c'est pas toute la jeunesse. C'est une partie de la jeunesse qui fait ces actions, mais c'est pas toute la jeunesse. Il y a aussi une partie de la jeunesse qui peut-être ne se sont pas concernés ou qui ne participent pas à ces actions. Et ça change beaucoup parce que dans ce monde qu'on nous laisse, il y a le réchauffement climatique, il y a les femmes qui meurent tous les 2 jours sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Il y a tant de choses qu'à nos âges, on ne devrait pas avoir à faire face à ça, comme les migrants qui meurent en mer. Et c'est des choses c'est une violence de la vie qu'on prend très jeune, qu'on se prend très jeune en pleine tête, et qu'on ne devrait pas, je pense, à nos âges, avoir besoin d'agir pour ces causes-là à nos âges. Bravo à toi et à vous pour votre lucidité, pour votre engagement. On vous soutiendra tout au long de la saison. Si vous avez besoin de revenir ou de faire passer des messages, on le fera avec grand plaisir. C'est possible pour ça que Marc, oui, tu veux ajouter quelque chose? Je t'en prie, Marc, tu es chez toi, je t'en prie, fais comme chez toi. Alors en fait, quand je marchais en venant à l'émission, je me posais une multitude de questions autour du féminicide. Et quand je suis arrivé à l'accueil, j'ai rencontré Chloé et Garance. Et on a échangé un peu en se présentant, et j'ai découvert que, en fait, elles font partie du groupe Féminicide Montreuil. Donc je me suis dit que c'était une belle occasion de débattre, et aussi avec Farah, qui pose cette question du coexister. Voilà, alors, moi, ce que je me demande, c'est, par exemple, sur le combat de ces femmes qui sont tuées par leur conjoint. Je ne sais pas si c'est des gens qui parfois ne sont pas concernés. Est-ce que ça peut être une question de communication? Moi, là où je m'interroge, c'est la manière de communiquer autour de ces faits-là, que je condamne, il n'y a pas de problème, depuis bien longtemps, même dans mon travail personnel, c'est déjà exprimé. Mais c'est sur la question du féminicide. Je me suis interrogé en venant et je me suis dit, qu'est-ce que c'est un féminicide? Tuer une femme. Et est-ce que l'homme, quand il tue une femme, sa femme ou sa conjointe, est-ce que c'est parce que c'est une femme qui la tue? Alors, c'est une bonne question. Et dans le terme féminicide lui-même, c'est une femme qui meurt car elle est dans sa condition de femme, car elle est femme. Mais après, je ne suis pas dans la tête des meurtriers qui tuent leur femme, donc je ne pourrais pas répondre s'ils la tuent car elle est femme. C'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément savoir, mais en tout cas, dans le terme de féminicide, c'est la définition propre, c'est que c'est une femme qui meurt car elle est femme. Alors, c'est là, moi, la question que je me demande, c'est est-ce que quand l'homme se retrouve à dépasser les limites, à la tuer, est-ce que c'est parce qu'elle est femme? Plus que dépasser les limites. Oui, c'est ça. Oui, que la tuer. Tu as tout à fait raison de me reprendre. Est-ce que c'est parce qu'elle est femme ou est-ce que c'est parce que lui est totalement incapable de gérer ses émotions et que ça bascule? Est-ce que... Très bonne question. Je pense qu'il y a des hommes qui sont capables de faire ça, qui, dans d'autres circonstances, par exemple, peut-être que le même homme, la veille ou une semaine avant, est allé faire ses courses dans un supermarché, et puis qui
Il a pété les plombs, et puis là, il est extrêmement grossier, il a été très très loin, parce que c'est quelqu'un qui peine à gérer ses émotions, peut-être qui en amont ne sait même pas les exprimer, qui peut-être n'a jamais été aidé pour les exprimer, qui peut-être lui-même a été victime. Moi, je suis complètement d'accord. Ce que je veux dire, c'est que si on veut essayer de régler un problème, je crois qu'il faut essayer de comprendre et le pour et le contre des deux côtés, et c'est vraiment cette question de coexister. Moi, j'ai envie de militer à vos côtés. Cette question du féminicide, d'imaginer que l'homme, il tue une femme juste parce que c'est une femme, j'y arrive pas à y croire. Je pense qu'il y a une faiblesse ailleurs. Alors moi, je vais essayer de te répondre, parce que du coup, il faut aussi que je fasse avancer le déroulé de l'émission, puisque surtout que je dois te libérer un petit peu plus tôt. Et du coup, en fait, la question de la masculinité que tu viens de stabilité est très importante, puisqu'en fait, les intersections, un des échos, c'est en fait les différentes formes qui est un concept qui n'existe pas vraiment en France, et que je vais tenter de vous expliquer dans le contexte historique pour que vous puissiez avoir ces éléments-là. En fait, la question des différentes formes de masculinité et de comment est-ce qu'elle s'exprime émotionnellement en France, c'est un sujet qui n'existe pas. Il y a beaucoup d'ouvrages aux États-Unis qui existent là-dessus, donc ça peut être un élément de réponse. Pour recontextualiser les intersections, je l'ai dit tout à l'heure, ça date des années 89. Donc c'est Kimberly Crenshaw, une sociologue américaine qui a posé un nom sur ce phénomène-là, puisque du coup ça n'existait pas, et donc ce qu'elle dit, c'est que quand on ne peut pas nommer une problématique, en fait c'est difficile d'y répondre. Le contexte, c'est quoi? On avait une américaine qui a postulé dans une entreprise d'automobile aux États-Unis, et sa candidature a été rejetée, et du coup elle est allée en justice pour dire qu'il y avait discrimination. L'employeur s'est défendu en disant en fait il n'y a pas de discrimination, puisque on emploie des femmes et on emploie des gens de couleur, sauf qu'en fait elle avait postulé pour un poste sur la chaîne de production, alors que dans l'entreprise les femmes étaient employées dans les bureaux, dans les services de secrétariat, et les hommes travaillaient sur la chaîne de production. Donc elle avait un peu cette double peine, entre guillemets, et la justice ne reconnaissait pas de façon conglomérée sa situation et son statut. Donc le concept des intersections, et qu'on vous pouvez retrouver encore une fois sur le Mashup et sur la chaîne YouTube Radio CQTF, qu'on a essayé d'expliquer aussi, c'est que en fait quand on cumule différentes formes de discrimination, elles peuvent s'alimenter, et que la société et les institutions, les mécanismes institutionnels sont pas capables d'y répondre. Donc ça vient donc dans la thématique des intersections, c'est aussi quelle est la place de l'homme dans la société. C'est pour ça que je rebondissais sur la masculinité. Moi, j'aurais envie de poser la question sur la manière de communiquer. Parce que ce dont je me suis aperçu, c'est que vient toute une vague d'expressions orales, n'en parlons pas, je ne vais pas toutes les citer avec les réseaux sociaux, de gens qui vont vouloir s'exprimer sur la condition des femmes. Et ce que j'ai pu lire aussi, c'est qu'il y a une kyrielle de mots comme le appropriating, je ne sais pas si vous connaissez. Qu'est-ce que c'est? Tu peux nous expliquer? C'est quand une femme, au cours d'une assemblée, prend la parole, a une idée, qu'elle l'expose. Greta Thunberg, par exemple. Et qu'un homme va se réapproprier l'idée et la défendre. Voilà, il y a toute une forme, il y a aussi un mot qui est dédié pour les hommes. Comment tu dis que c'est Appropriating. Okay. Il y a aussi un mot pour ces hommes qui s'assoient dans le métro les cuisses ouvertes, et qui empêchent les gens manspreading. Voilà, exactement. Ou l'homme qui, dans la rue, en croisant une femme, va lui donner un coup d'épaule sans s'excuser, sans bouger, en gardant la ligne droite. Voilà. Donc on dénonce tout ça, ce que moi je suis prêt à dénoncer. Mais tout ça porte un nom. Et c'est marrant, moi ça me fait penser à une espèce un militantisme américain un peu trop précis. Alors, un peu trop précis, un peu trop lobbyiste. Je voudrais juste rappeler un exemple sur des histoires de appropriating et tout ça. J'en parle à ma mère qui a 83 ans et je lui dis ça et elle se marre. Je dis mais maman, ce que je te dis c'est très sérieux. Pourquoi tu rigoles? Et elle me répond, oh tu sais, tous ces jeux de mots comme ça, parce que je lui avais cité aussi patrimoine et matrimoine. Et donc elle me dit, oh, à notre époque, quand on faisait 68,
il y avait un couple de 2 femmes qui avaient écrit un roman et elles s'étaient amusées un peu à la Pérec, à faire en sorte que dans tous les mots qu'elles avaient choisis qui commençaient par père, elles l'avaient transformé par mère et ça s'appelait Personne ne m'aime. Voilà, donc toutes ces questions, moi, là où je suis pour, où je vous soutiens, et ce qui me rassure, c'est que vous ayez l'âge d'être au lycée, donc je suis plein d'espoir. Marc, il y a quelques questions, c'est comment on communique. Alors justement, je vais en profiter pour passer la parole à Marie-Yvonne, qui veut participer au débat, ce qui nous laissera l'occasion de faire un petit switch. Je vous propose d'écouter la prochaine chronique. Allô Marie-Yvonne. Bonjour, c'est Marie-Yvonne. Elle a mis le boxon sur terre, on ne sait pas si on pourra la sauver, mais on aurait tort de ne pas essayer. C'est horrible. Bonsoir. Alors quand Werner m'a dit Marie-Yvonne, le sujet c'est l'égalité des genres, je me suis dit ouh là là, je ne suis pas au point. Autant la fin du monde je gère, mais l'égalité des genres, parce que je connaissais un petit peu le sujet de l'égalité homme-femme. Les hommes et les femmes se partageant grosso modo la moitié de l'humanité chacun. Donc gros sujet, hein. Toujours pas réglé d'ailleurs, surtout dans certains pays où régulièrement on tue les petites filles avant qu'elles naissent, ou on les lapide quand elles sont violées parce que le sexe hors mariage c'est mal, ou simplement à l'âge adulte on les tue parce que tu comprends pas que je t'aime, dit-il en lui serrant la gorge. L'inégalité homme-femme, elle est flagrante. Et on peut se demander pourquoi. Serait-elle liée à la différence de base, naturelle et néanmoins injuste, qui aurait fait que les filles, physiquement, qu'on le veuille ou non, c'est un peu moins fort que les garçons. Donc c'est plus facile à tuer, en tout cas on dirait, au vu du nombre de féminicides croissants en France. Avec ou sans beurre le croissant ? Plutôt sans. Vous me rétorquerez, attention aux stéréotypes de genre, Marie-Yvonne, arguant non pas l'huile mais l'argument que si, il y a des filles plus fortes physiquement que les garçons. Tel le célèbre cas de la fille catcheuse sortant avec un geek gringalet. Et moi, si je voulais, je vous rétorquerais de rechef. Alto stéréotype de métier, car certains geeks sont carrément baraqués, ce qui est bien sûr complètement faux. La limite étant donc plus floue qu'il n'y paraît, notre quête de l'égalité nous force à nous poser des questions. Déjà, qu'entend-on par égalité ? Une erreur commune serait de chercher une égalité dans nos super-pouvoirs. Les hommes et leur super-pouvoir de porter des choses lourdes, et les femmes et leur super-pouvoir de porter des bébés. Là, vous me rétorquerez, attention aux stéréotypes de genre, Marie-Yvonne. Arguant non pas l'huile, mais l'argument que si, il y a des filles qui portent des objets lourds. Mais vous noterez qu'on n'a pas encore vu d'hommes les 4 fers en l'air en train de prendre un gigot. Et non, parce qu'en fait, là n'est pas le sujet. Chercher l'égalité ne veut pas dire vouloir être pareil. Cette confusion d'ailleurs nous vient des mathématiques, oui, où le contraire de égal est différent. Le signe égal mais barré. Exemple, 2 égale 2, alors que 2 différent de 3. Petit cours de maths au passage. Une fois qu'on a compris qu'on ne cherchait pas à être pareil, mais égaux, que le contraire d'égalité n'est pas différent, comme en maths, mais inégal, on doit préciser quelle égalité on cherche. Et ce qu'on cherche, avec plus ou moins d'allant, c'est l'égalité de traitement. Qu'on soit né garçon ou fille. L'égalité des chances. Qu'on soit né garçon ou fille. L'égalité des droits. Qu'on soit né garçon ou fille. Et alors que cette égalité homme-femme n'est toujours pas acquise, on assiste à un glissement sémantique depuis quelques années, où l'on parle plus volontiers d'égalité des genres. Parce qu'il n'y a pas que 2 genres. Tels les Amérindiens, avant d'être colonisés par les Européens, ça c'est un autre sujet, n'est-ce pas ? La société moderne reconnaît de plus en plus le fait qu'on puisse se vivre en tant qu'humain de manière très différente. Humain homme, humain femme, humain transgenre, humain non-genré. Est-ce important ? Oui. Pour les personnes qui ne rentrent pas dans les 2 cases, homme ou femme. Et si pour vous c'est abstrait, il suffit, me semble-t-il, de se mettre à leur place, de comprendre là où ils souffrent et de dire à cette personne qu'on l'aime et qu'on l'accepte comme elle est. Bleu, jaune, vert, homme, femme, autre. Et si d'ailleurs c'est toujours abstrait, je recommande le merveilleux film Girl où un jeune homme souhaite devenir une jeune fille car dans son corps il se vit comme fille. Son rêve c'est de devenir une danseuse et on assiste à sa douloureuse transformation. Au fait que ce n'est pas un choix mais une nécessité pour lui, elle.
de devenir qui il, elle est. Pour paraphraser notre ami Nietzsche, deviens qui tu es. Et si, je me mets à rêver, et si le début de l'égalité des genres, et si, de manière plus vaste, le début de l'égalité en droit et en traitement de tout le vivant sur Terre passait simplement par une capacité à se mettre à la place de l'autre, à faire preuve d'empathie, à ouvrir son cœur, à laisser l'arbre devenir qui elle est, à laisser l'humain devenir qui il est. Allez, bisous tout doux à toutes et à tous. Donc on remercie Marie-Yvonne pour sa chronique. Marie-Yvonne. Alors je pense qu'il y avait différents éléments de réponse qui sont intéressants. Elle a parlé de différentes formes de masculinité qu'on a abordé un petit peu tout à l'heure. Elle a parlé aussi de... Je crois que tu veux réagir. En fait, tout à l'heure, je voulais déjà répondre, j'ai oublié son prénom. Marc. À Marc. Parce que je trouve que se concentrer sur les différents types de personnalités, c'est encore une fois se concentrer sur la masculinité et oublier le problème qui est notre problème de base, qui est les féminicides. Alors, du coup, non, parce que dans les intersections, parce que le sujet c'est des intersections, il y a plusieurs problématiques. Il y a aussi les gens qui sont... Donc il y a les transgenres. Donc en fait, la question du genre, et c'est ce que explique aussi un petit peu Marie-Yvonne, c'est que en fait, à partir du moment où on binarise le débat sur homme-femme, en fait, il n'y a pas d'espace pour les autres types de genre et de sexualité. Oui, c'est pour ça que au début, on avait un slogan qu'on collait où il était écrit « Naître femme tue ». Et ensuite, on l'a changé parce qu'on s'est rendu compte que être femme tue. Naître femme tue aussi, mais être une femme tue. Donc, on a changé ce slogan pour que tout le monde soit intégré dans le mouvement. Mais je crois, je ne veux pas parler à sa place à Marc, mais je pense qu'il avait peut-être un peu de mal à comprendre pourquoi on donnait des termes aussi précis à des attitudes masculines, plutôt que d'avoir une lutte entre guillemets contre toutes les discriminations et toutes les violences. Après, moi, je comprends très bien qu'on utilise le terme féminicide parce qu'il fait son boulot. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Jusque-là, on disait crime passionnel. En gros, elle a pété les plombs. Justement. Voilà. Et féminicide fait son boulot. Justement, dans nos slogans, on ne veut surtout pas romancer la chose, ne pas dire c'est un crime passionnel, il l'a tué par amour. On veut juste des messages clairs et qui énoncent la vérité et la vérité qu'on vit aujourd'hui. Pas de messages où on dira il l'a tué par amour, crime passionnel. Mais si je peux ajouter ça, il y a beaucoup de gens qui pensent encore maintenant que crime passionnel c'est une vraie définition juridique. Ça n'est pas du tout une définition pénale, hein. C'est un truc qu'on s'est habitué à dire et qu'en France c'était connu, il y avait des circonstances atténuantes, il a tué sa femme, mais bon, c'est dans le cadre du mariage, ça peut arriver, il va prendre 15 ans, il sortira au bout de 5, voilà. Et voilà, il faut arrêter de penser comme ça en fait. Et juste pour ajouter une chose, même si je comprends que le pléthore de vocabulaire peut parfois faire qu'on se perd. En fait, pour combattre quelque chose, il faut le nommer. Et on est une génération... Alors, je suis un peu plus vieille que les filles, mais bon, j'ai la trentaine, donc je me considère encore un peu jeune. Et on est dans une génération qui est beaucoup plus conscientisée que celle de nos parents, de nos grands-parents. Donc certes, nos mères, nos grands-mères ne comprennent pas forcément nos combats et pourquoi on nomme les choses pour mieux s'en emparer et mieux les dénoncer. Mais je pense que c'est important, et moi je trouve que c'est plutôt positif qu'aujourd'hui, des attitudes qu'on trouvait entre guillemets normales à l'époque, et qu'on se dise en fait non, c'est pas normal parce qu'il y a un problème quelque part dans l'attitude que certains hommes peuvent avoir envers des femmes, envers certaines femmes qui pensent qu'elles sont cantonnées à un rôle ou dans une image et donc qui se disent c'est comme ça et pas autrement. Et au contraire, on est là aussi pour casser ces barrières-là et expliquer que c'est en nommant les choses qu'on arrive à les déconstruire et à les combattre. Et c'est important, je pense, aujourd'hui. Le wording est très important là-dedans. C'est comme le terme écocide, en fait. Ça marche comme tu dis. On a vu avec Marine. Pareil, on passe de réchauffement climatique à écocide. Et là, ça fait bouger. Là, on comprend. Là. Mais voilà, parce que pour moi, c'est important d'avoir pour parler des choses, il faut avoir un vocabulaire pour en parler. Pour moi, c'est une base. Avant, on aurait dit crime passionnel, tué par amour, c'est un meurtre dans un mariage, alors que non, c'est un féminicide. Et c'est bien qu'il y ait des mots pour définir ces choses qui font partie de notre société, malheureusement. Comme un crime raciste, aggravé par des circonstances racistes ou homophobes, etc.
c'est important de le dire. Voilà. Tout à fait. Je vous remercie pour ces précisions. Moi, si tu veux, David, je vais t'interpeller sur quelque chose qu'il y a un de tes sketchs. D'abord, j'ai pas l'air très drôle jusqu'à présent, on est d'accord. Non, mais justement, il y a un de ces sketchs qui me fait mourir de rire. C'est justement quand tu parles d'Internet. Et en fait, c'est vrai qu'on fait venir toutes les semaines des acteurs du changement qui apportent des solutions, que ce soit aussi dans la tech. Il y en a qui viendront nous parler des solutions qu'ils apportent, des applications qui peuvent. Moi, j'en apporte pas du tout. Je parle que des problèmes. Non, mais d'accord, mais il faut aussi pouvoir les nommer. Il faut, comme tu l'as très justement dit, il faut aussi pouvoir parfois en rire pour pouvoir mettre un doigt dessus. Et quand tu parles d'Internet, de l'émergence d'Internet, en fait, quand c'est arrivé, comment est-ce que l'humain s'est approprié ça, et comment est-ce que demain et après-demain ça peut être une dimension, j'allais dire, salvatrice pour nos sociétés. De quel regard tu portes là-dessus? Est-ce que c'est du second degré sur ce sketch-là, ou est-ce que en fait tu te dis... Tu parles de celui où je dis que j'étais sur un site et que j'ai droit à un pop-up qui disait baisse des femmes moches. Exactement, c'est voilà, c'est ça. Voilà, ouais. Je dis qu'Internet ça a été créé par des esprits brillants, des mecs qui voulaient échanger sur des recherches fondamentales, mettre en place un réseau qui permettait d'échanger vite entre les universités, et que 30 ans plus tard j'ai un pop-up qui me dit baisse des femmes moches. Donc je dis comment on en est arrivé là en fait. C'est pas ce qui était prévu, c'était censé faciliter justement la propagation de la connaissance. Alors oui, en partie ça facilite Internet, mais ça facilite surtout la bêtise en fait. Je dis chacun de nos smartphones a la capacité de calcul du programme Apollo, de tous les ordinateurs du programme Apollo réunis, c'est-à-dire qu'avec on pourrait envoyer des fusées sur la Lune, et on envoie des photos de nos bits. Donc a priori, oui, il y a un truc qui s'est mal passé en cours de route, mais je pense que c'est juste l'humain en fait. Malheureusement, 35% du trafic Internet, c'est du porno. Voilà, moi j'aurais dit plus d'ailleurs, mais voilà, c'est 35%. On a des chiffres précis là-dessus. Ouais, non, mais je travaille dessus en ce moment. Donc ça fait 136 milliards de vidéos en moyenne, ce qui fait, si on les regardait toutes, 1 257 000 ans de visionnage. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là, c'est bon, ça va. Parce que tout ça, c'est des data centers qui consomment de l'énergie, qui rejettent du CO2. Ça rejette en CO2 l'équivalent du tiers du trafic aérien chaque année. Voilà. Donc oui, il y a un problème. Internet ne nous aide pas du tout, ne résout pas du tout les problèmes écologiques. Au contraire, les aggrave, mais autant qu'il peut. Je crois qu'ils sont en train de mettre des nouveaux data centers en Islande parce qu'il y a de la neige, etc. Donc ça va la faire fondre plus vite. Le refroidissement est plus... C'est excellent, voilà, ça va faire fondre la neige plus vite et donc relâcher des saloperies qui sont en permafrost depuis des milliers d'années. Donc je suis pas très optimiste. Encore une fois, je suis désolé. Mais... Est-ce que c'est pas un moyen aussi de... Je sais que c'est un moyen de contrôle, mais est-ce que c'est pas aussi à double tranchant un moyen de s'émanciper, de se réunir déjà, sûr, de se regrouper pour s'organiser, et de changer les mœurs. On l'a vu avec les hashtags MeToo, et puis aujourd'hui pour se réunir, pour faire on voit les gilets jaunes, ils se réunissent en sauvage juste avec les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Après c'est censuré, mais... Justement, nous c'est grâce aux réseaux sociaux. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'on peut se réunir et créer ce mouvement-là. Même si on pourrait le faire autrement, mais ce serait beaucoup plus long, c'est grâce aux réseaux sociaux et à Internet qu'on peut faire des grèves mondiales, ce qui n'était pas possible avant, des grèves mondiales du climat, ce qui n'est pas possible avant. Après, je pense que aussi le problème du Internet, c'est que quand l'humain, quand l'humain détient quelque chose, il la pousse à son maximum. Et que donc c'est pour ça qu'on en arrive... Voilà, okay. C'est pour ça qu'on en arrive à ça. Pareil avec les énergies fossiles, on le pousse au maximum, du coup, après on n'en a plus. Et ça t'énerve pas, ça, Tristan? Mais moi ça m'énerve, tout ce que j'entends ça m'énerve. Et t'es tout seul Non, j'en ai un qui est très énervé là, qui va vous parler là dans 2 secondes. Tu nous le présentes dans un instant? Ouais, je vous le présente. C'est pas la peine de t'énerver comme ça. Je m'énerve. Mais si je m'énerve, c'est que j'ai des raisons de m'énerver. Tu veux les connaître, mes raisons de m'énerver? Ce que je voudrais, c'est que tu te calmes. Je me calmerai le jour où la surface de la planète sera propre. Le jour où les enfants pourront respirer de l'air pur. Salut. Moi, c'est Jérém. Salut Jérém, comment tu vas? Très très bien. Je suis un petit peu vénère, mais ça va. Et je viens de Gif-sur-Yvette. Gif-sur-Yvette, ça me dit quelque chose, ça. Voilà, c'est sur le RER B. C'est l'avant-dernière station. Ah, c'est quand je me suis endormi, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Donc on salue tous les Gifois. Putain, t'as bossé, hein. Alors, Werner. Dis-moi tout. Il suffit de voyager pour voir que l'oppresseur a souvent le même visage et la même bite. Moi, on me dit qu'il faut que je check mes privilèges. Alors, c'est pas très compliqué. Je suis un homme, je suis blanc, je suis valide
je suis issu de la classe moyenne, donc j'ai eu accès à quand même une éducation et tout ça. Je suis plutôt bisexuel. Ça, c'est coucou pour la famille. Voilà, donc ça me fait quand même un tout petit pourcentage d'oppression. Voilà, quand même. Hein. Mais voilà, je suis quand même dans une norme du point de vue de l'institution. Voilà. Donc ça se passe bien. Oui, mais quand même, tu vois, j'ai quand même un petit pourcentage bisexuel et je me rends compte que, par exemple, pour les hétéros, t'es un PD et pour les PD, t'es un hétéro. Tu vois. Par exemple, une fois j'étais à la Gay Pride et à l'arrivée à la Bastille, il y avait une scène et il y avait un type qui est venu parler pendant une demi-heure des chiffres des violences contre biphobes. Toute la foule était morte de rire. Mais vraiment, je te jure. Alors, enfin bon, moi ce que je voudrais te dire, Werner, c'est que moi, qui suis totalement normé, si tu mets en face de moi une Rome lesbienne pauvre obèse, oui, je vais retourner checker mes privilèges, ça c'est sûr. Ça fait des intersections tout ça. Hein. Voilà, ça fait des intersections. Enfin, moi ce qui vénère, tu vois, je vais te dire un truc, c'est que certains mecs, comme moi, n'arrivent pas à reconnaître qu'ils ont pu avoir, dans leur éducation, dans leur vie, sans s'en rendre compte, une construction raciste ou sexiste. Parce que c'est pas parce que je le reconnais, les gars, que je suis en train de m'auto-flageller. On vous demande pas de vous excuser d'être blanc. Non mais c'est un vrai truc que je vous dis, hein, les gars. Il faut seulement qu'on arrive à comprendre, à entendre la critique, à analyser nos comportements, parfois par rapport à nos privilèges, et surtout qu'on essaye d'avoir de l'empathie. Ça c'est mon mot du soir, de la semaine, de l'empathie. Tu vois, tu vas lui dire quoi à ma Rome lesbienne pauvre et obèse d'arrêter de nous emmerder avec ses discours victimaires ? Non. Non, voilà, moi je suis vénère, Werner, et ça rime. Ce que j'ai à dire ce soir, c'est toujours pareil, ce qui m'énerve, le paradoxe. Tu vois, ce paradoxe, quand je vois une fille aller voir les organisateurs d'une marche contre le racisme pour leur dire qu'il y a des gars qui lui ont mis des mains au cul et que ces mêmes organisateurs, eh ben, ils font rien et lui rient au nez. Tu vois. Ce paradoxe, quand je vois des groupes de travail et qu'on parle de parité mais pas de diversité, ou parfois l'inverse. Tu vois, ce paradoxe, quand je vois dans des réunions de militants anticapitalistes des hommes qui parlent très fort et qui coupent la parole quand une femme la prend. Ce paradoxe, quand je vois une femme non voilée dire à une femme voilée « t'es pas féministe ». Enfin, voilà, moi mon message de ce soir, je voudrais le faire à tous les JRM de France. Il t'écoute, vas-y. Quand on dit, par exemple, que les femmes, après 40 ans, sont sous-représentées au cinéma, on n'a pas l'intention de vous couper une de vos deux couilles. C'est pas ça le projet. On regarde juste ce qui se passe dans la société. Tu peux pas nier que nous, blancs, hommes, hétéros, on a plus de chance, c'est comme ça. Voilà, il faut voir plus large, tu vois. Et puis même pour choisir les visages du monde. Sortir un peu de notre entre-soi. Et puis aller vers l'inconnu, vers le risque. C'est bien le risque, Werner. C'est attirant. Alors c'est vrai que parfois, il faut être blanc pour réussir. Surtout si ton employeur, en rentrant chez lui, il peut en toute impunité allumer la télé et écouter Pascal Praud ou Éric Zemmour nous dire que nous devons résister parce que nous sommes envahis par les musulmans et que la France est en péril. Merci, bravo Tristan. Jérém. Et Jérém accompagné de Jérém. À chaque fois, je me fais avoir, t'as remarqué ou pas? Non, c'est super. Du coup, on va finir, on va passer au petit quiz. J'aimerais simplement vous parler de quelque chose, que je rebondir sur ta chronique. On a partagé la vidéo sur la page Facebook de C'est quoi ta France. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. C'est un homme qui se fait grimer en femme. Et en fait, du coup, il passe 24 heures dans la peau d'une femme. Ouais, je l'ai vu. Et du coup, j'ai trouvé ça énorme parce que du coup, il est dans l'empathie, pour reprendre ton terme et le terme de Marie-Vonne. Et je pense que ça sera le mot du jour. Ça sera le mot du jour. C'était un harcèlement non genré. Tout va bien. Qu'est-ce que j'ai dit Vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe au petit quiz Non, ça vous trop va tard pour ça. Ouais, il y a le dealer qui est rentré là, il traîne en bas des blocs, qui est sur les réseaux sociaux. Bienvenue à toi. Effectivement, merci. Ça va la forme? Ça va. On va passer au petit quiz parce que du coup on est un peu short niveau temps et je pense qu'on va se faire taper sur les doigts. Alors première question pour vous départager les deux équipes. Vu que c'est un peu la thématique du jour, hein, on est dans la jovialité. Combien de militants écologistes ont été assassinés depuis le début de l'année? Dans le monde entier? Dans le monde entier. 27. Les plus proches auront la main et pourront choisir le nom de leur équipe. Moi, je dirais une cinquantaine. Non, pas une cinquantaine. Allez, on va dire 48. Ouais, moins une cinquantaine. Mettez-vous d'accord. Cinquantaine. Peut-être une cinquantaine. C'est peut-être un peu moins, je sais pas. Moi, je pense que c'est moins de 50. Trentaine.
Il me faut une réponse. Hein. Une trentaine alors nous. Une trentaine? Oui. Chez vous? On reste sur 27. Ouais, 27. Eh bien non, c'était 127. j'avais raison. C'est comme quoi. 27, Donc c'est vous étiez plus proche. Pas du tout, pas du tout. Quand j'avais dit 50, j'étais plus proche. Ah ouais, vous étiez plus proche. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait là? On fait un truc, on fait une action de collage? Comment ça? On peut s'organiser? C'est eux, ils étaient plus proches. Oui, bien sûr. Donc vous avez la main, vous avez le choix entre l'équipe Benetton et Patriarche. On va prendre Benetton. Ouais, Benetton. On va prendre Benetton. Comme vous voulez, les gars. Ok, très bien, c'est parti. Alors, du coup, vous connaissez le principe du petit quiz qui veut gagner des booty shakes. Je vous donne le contexte, le pays, 3 indices et vous devez me donner la bonne réponse. Si jamais vous ne l'avez pas, le camp d'en face, en l'occurrence les patriarches, peuvent proposer une proposition et remporter le point. Mais vous avez la main. Très bien. Alors, le domaine, c'est le sport. Le pays d'origine, c'est la France. Qui répond là? C'est vous, voilà. C'est vous qui répondez. Non, parce que moi ça me stresse. Vous êtes les Benetton. Indice numéro 1. Ma main droite est mon meilleur atout. Tu l'as? Ouais, je l'ai. Oh non. Indice numéro 2. Il a dit pourtant je suis nul en foot, c'est-à-dire que ça. Attends. Ouais, je vous ai donné un deuxième indice. J'ai été la première joueuse à porter des jupes. Ah, c'est celle qui fait du tennis, mais j'ai oublié son nom. Indice numéro 3, il y a un cours de tennis qui porte mon nom. Voilà, c'est une femme noire qui fait du tennis. Je crois que c'est ça. Ouais, alors du coup, le jeu, c'est quand même de donner le nom. Serena Williams? Non, c'est pas Serena Williams. Non, c'est pas elle en l'occurrence. Tu me donnes une nationalité ou... Le tennis, je suis nulle. Elle a dit France. Ah, France. Ah oui, c'est vrai. Vous avez votre dernier mot? Amélie Mauresmo. D'accord. Elle est pas. C'est très bien. Un point pour les patriarches. J'ai pas entendu du coup. C'est le cours Suzanne Langlin à Roland Garros. Je le sais juste parce que je connais. Les amis, il faut y aller quand même. Je suis dans la bonne équipe. Au début, je pensais Thierry Henry. Ouais, je pense que tu t'es mis dans la bonne équipe parce que la dernière fois, tu t'es fait dégommer. Bien sûr. Mais c'est pas moi qui boutique chaque round. Alors, culture. Le domaine, c'est la culture. Le pays, c'est la France. Indice numéro 1. Ça fait un moment qu'on ne me entend plus et qu'on ne me voit plus. Indice numéro 2. Pourtant, à un moment donné, je pesais dans le rap game. Ah, je pense savoir qui c'est. Indice numéro 3. Et j'en ai fait des boulettes. Jobs, c'est une bonne réponse, 2-0 pour les patriarches. Elle était trop facile celle-là. Mon œil la plus dure. C'était trop facile. C'est bien écrit, hein. Ouais. Mais j'en profite pour saluer Clara qui m'aide à faire ces petits quiz et voilà, qu'on embrasse, qui viendra nous voir dans la saison. Alors, à vous, les Benetton, va falloir se refaire quand même. Parce que c'est bien beau, à chaque fois vous gagnez la main, mais vous en faites rien. On a été très mauvais là. Oui, non, alors, le domaine, c'est le cinéma. D'accord. Le pays d'origine, c'est les États-Unis. Indice numéro 1, nous sommes sœurs. Indice numéro 2. Nous étions réalisateurs et maintenant nous sommes réalisatrices. Oui. Les frères. Alors les frères. Ah oui, il faut leur donner une famille maintenant. Ouais, c'est ceux qui ont fait Matrix et qui sont devenus le nom de la personne. C'était les frères qui sont devenus des sœurs. Mais... Ah ouais? Ah non, c'est un truc en I, c'est les. Ah, ça commence par un L. Non. Ça devient des chiffres et des lettres. Warovski. Tu l'as? C'est bon, t'acceptes? Tu le prends? Non, pas du tout. C'est pas. C'est limite raciste, quoi, tu vois. C'est pas loin, c'est pas ça. Du coup, c'est votre dernier mot? Je sais qu'ils ont fait Matrix, ça compte pas. En fait, c'est les indices. Donc, non, mais ils ont 2 syllabes quand même sur 3, c'est pas mal. C'est Varinsky. Non. Wachowski. Oh là là, c'est... On a un demi-point. On a un demi-point. Non, 3-0 pour la patriarche. Franchement, là, c'est une déculottée. On va finir là-dessus. Je les ai aidés. On va finir là-dessus parce que franchement, 3-0. Start kit. 3-0. Ah non, 3-3, c'est vrai, pardon. Désolé, je suis une mauvaise perdante. Petite dernière. Bon, tu t'expliqueras avec Maxime quand il va me taper sur les doigts. Ok, très bien. Une facile. Mode. Le domaine, c'est la mode. D'accord. Le pays, c'est la France. Indice numéro 1. Il a un air de l'animateur de Radio C'est quoi ta France? Indice numéro 2. J'ai le même prénom que l'attaquant de l'équipe de France. Olivier Roustin. C'est une bonne réponse. Bravo. Ça fait 3-1 toujours pour les patriarches. Ça, c'est moins... C'est trop pas stéréotypé la meuf qui répond sur la mode, mais ça va.
Du coup, on va finir là-dessus. Je suis désolé parce qu'il faut qu'on rende l'antenne. Parce que j'ai très envie qu'on fasse quand même un dernier tour de table pour que vous puissiez parler de vos actus. David, est-ce que tu nous ferais l'honneur de nous parler de tes actualités? Quand est-ce que je vais pouvoir... C'est l'honneur, ça me fait plaisir. Surtout, je joue un spectacle inédit qui s'appelle Animal, donc qui parlera d'extinction et d'écocide, etc. Très bien. Le 10 décembre à l'Européen. C'est un spectacle unique, donc il y aura une seule date, 10 décembre à l'Européen. Bah oui, c'est l'idée, venez un maximum, il y a 350 places, il faut les remplir. Et ce sera diffusé en direct aussi sur les réseaux. Mais donc il y aura une représentation unique, Animal, le 10 décembre. Allez voir David Azencote parce qu'il est vraiment tordant. Ça se allez voit, voir mais ça s'entend tout de suite. Allez voir ces vidéos sur internet, franchement moi j'ai déplié. Le groupe Féminicide Collectif de Montreuil, quels sont vos actus? Un petit mot pour qu'on puisse vous suivre. Allez voir sur les réseaux sociaux, l'Instagram c'est très bien, il y a tous les collèges qui ont été faits. Je vous laisse la parole. Demain on fait une action. On fait une action tous les samedis. Tous les samedis Voilà. on va coller. Ou les vendredis, ça dépend. Voilà. Et il faut se renseigner en nous parlant sur notre compte Instagram en DM. Et voilà. C'est dans la nuit, en plein jour C'est le soir. Mais ça commence à 20h30. Et en général, on part vers 21h parce qu'il faut briefer les gens, faire la colle. Très bien, on suivra ça avec attention. Encore bravo pour cette initiative. Farah, pour conclure, de Coexister, qui a 10 ans d'existence maintenant. Félicitations à toi pour la durée, la longévité de ton engagement. Alors si vous voulez avoir plus d'infos, il faut juste aller sur Facebook, Association Coexister, et puis on a tous les événements qui se passent dans toute la France sur la page. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à participer. Écoutez, on va suivre les actus de Coexister, de tous les acteurs du changement. On se retrouve la semaine prochaine dans votre talk show, vous les citoyens connectés. Je finis toujours par une citation et comme ça a été dit tout à l'heure, comme le dit Kimberly Crenshaw, l'américaine, qui est la sociologue qui a inventé le concept d'intersectionnalité, si on ne peut pas voir le problème, on ne peut pas le régler. C'était Radio C'est quoi ta France, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Vers l'infini et au-delà. Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. La 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 la. Yo, what's the deal, nigga? Ain't nothing, Paul. We just sitting here and all that. Trying to get our heads right, get this money right, and all that. You know what I'm saying? You know how it goes. It's another day in the hood. Yo, one night, New York City, heard it going down. Friday night, midnight, Atlantic City, slash machines, ding, 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 ding. When Là, tu vas resserrer ta stratégie en fait, tu vas sortir des trucs plus régulièrement. Non mais après ça sert à rien de sortir pour sortir non plus. Ouais mais est-ce que tu vas sortir des trucs? Sortir des trucs ça veut dire des lourdeurs tu vois en permanence. T'as compris, il faut que ce soit à chaque fois que je sorte un truc, faut pas que je sorte à la fin, je sors, faut que ce soit lourd, à chaque fois lourd, faut pas que j'ai des bémols, que tu vois ce que je veux dire. Ouais donc ça veut dire que je vais essayer de sortir mais stratégiquement. Ouais. Vraiment quand tu le sens en fait tu vas sortir tout simplement. Ça provoque sur les réseaux on a dit des gros feats qui devraient arriver. Est-ce que tu penses à te diversifier? Parce qu'en fait on reconnaît ton flow, il est vraiment reconnaissable. Est-ce que tu penses que tu pourrais apporter par exemple des refrains plus chantés, des choses comme ça? De la zumba quoi? Ben là en plus j'essaye hein. Au studio faut voir ce que je fais. Faut voir si mon pote qui est juste à côté là. Faut voir ce que je fais au studio, c'est des instrus. Qu'est-ce que je vais poser sur ça? Des instruments style Nelly et trucs là. Ah ok, les américains en mode Kelly Roland là, Dilemma. Un truc comme ça, j'essaie. Dilemma. Des instrus en mode Econ et tout. T'as capté, des instrus comme ça, j'essaye. Des instrus brésiliennes, j'essaye. J'essaie de chanter aussi. Parce que je suis sur un projet. Ok, donc vous avez entendu, je suis sur un projet. Je suis sur un projet et sur le projet, j'ai pas envie de faire la même chose. J'essaie de me diversifier et ça veut dire que je suis obligé d'un peu de changer de style. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu prends des cours de chant? Non. Non? Alexis. Moi j'ai une petite question sur les compositeurs de l'album du coup. Il y a des mecs que tu veux, que tu as déjà, mais que tu veux vraiment, tu te dis là il me le faut ce mec là, il est trop chaud en ce moment. Sérieusement? Ouais. Il n'y a pas des compositeurs que... Non, il n'y a pas de il y a Lil Ben qui est de ta ville, ouais, de Riss. qui est de ma cité, ouais. Tu te dis que toi ça te suffit? Même pas, bah après moi les compositeurs c'est pas ce que je cherche le plus en vrai en prod, j'en ai. Ouais. J'en ai, bah après c'est. Et la prod c'est reçois important. beaucoup aussi, c'est important de ouf. Je reçois beaucoup de prod. Ça veut dire que quand je vais sur mon mail, il y en a. Voilà, ouais, je regarde, tu mets ton mail, envoyé. En tout cas, j'en ai pas un précis que je cherche. Tu vois ce que je veux dire?
Et ouais, Toi, tu cherches pas forcément une couleur musicale en soi avec un beatmaker, mais tu cherches plutôt un truc genre des ambiances plutôt. En fait, je vais écouter si j'aime bien. J'aime bien, si j'aime pas, je zappe. Ouais, c'est au feeling. Ouais, C'est l'inspi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Popeye? Un disque d'or. Disque d'or? Ouais. Pour l'album en 2020? Putain, qui t'a dit que c'est un album? Pour le projet en 2020, l'album, là le projet, on va ça. L'album, la tape. De toute façon, maintenant, on le dit titre de projet. l'album, c'est là le projet. On dit projet. Un projet en 2020. Ouais, souhaite-moi un disque d'or cette mois. Allez, on lui souhaite un disque d'or. Pas plus alors, hein. Pas latine, hein. Juste. Ouais, un disque d'or, ça va faire. Jingle de ma chronique. Bon, Popeye, est-ce que t'aimes bien le rap américain, le rap US, la culture américaine? Ouais. Tu kiffes beaucoup? C'est vrai, je kiffe, ouais. Et bah ça tombe bien parce que c'est l'heure du vol 404 de Meko. T'es prête? On peut Ouais, partir? sauf qu'on n'a pas de retour dans les casques, donc ça va être un peu compliqué. On peut s'envoler? mais On va essayer Allez. de s'envoler comme ça à l'instinct. Hein. Allez, c'est parti pour le vol 404 de Meko. You can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly. I know I'm super fly. Allez, c'est parti. Bon, Popeye, tu viens avec nous. On se met sur le tarmac de CDG. On a un petit jet privé que nous paye le Rap Game. Peut-être que ton prochain disque d'or nous le payera. Hein, on ne sait jamais. Ouais. Exactement. Et aujourd'hui, là, on va faire un petit tour du monde. On va faire un tour. Un grand tour du monde. Yes, un grand tour du monde. On va essayer. Je pense que on va faire la moitié des continents qu'il y a sur Terre, donc c'est assez cool. Hein. Sympa. Exactement. Et là, pour le premier, on va aller loin, très très loin. On va aller en Océanie, plus précisément en Australie, avec un artiste qui est australo-ghanéen. Il a sorti un EP en 2017 qui s'appelait Mood Forever, notamment avec un son que j'adorais qui s'appelait dessus Under Pressure et qui était clippé comme une sorte de Bonnie and Clyde des temps modernes. Enfin, Bonnie and Clyde du bush, du coup, vu qu'on est en Australie. Il bosse avec un beatmaker attitré qui s'appelle Dopamine, qui fait quasiment tous ses titres, et c'est un artiste que j'adore vraiment qui s'appelle Manu Crooks, et il a fait et là je vous présente le son qui s'appelle Above Water. Stay afloat. I got my head above water. Just so you know, I'm dripping and I'm saucing. The juice running, got me wavy. Cut my check, I do not do no favors.